Bonjour et bienvenue à tous dans le Elena Show. Le Elena Show, en podcast audio et vidéo. Aujourd'hui, dans la partie actualité, nous allons parler du prochain film Marvel qui sort très bientôt, donc Doctor Strange 2. Ensuite, toujours accompagné de notre invité du jour, nous allons parler du film Don't Look Up, donc un film avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence. Et pour finir, nous reviendrons sur le parcours de Nicolas Polizzi, notre invité d'aujourd'hui, où il va nous parler de sa carrière artistique. Focus sur l'invité du jour dans le Elena Show. Nicolas, bienvenue donc dans le Elena Show et merci d'avoir accepté l'invitation. Mais tout d'abord, si tu peux te présenter en quelques mots, nom, prénom, âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie. Polizzi, Nicolas, 26 ans, Charleroi, cuistot ingénieur du son. Ok, ça c'était une présentation sans phrase, juste les mots-clés. Tu m'as dit, tu peux te présenter, t'as dit, est-ce que tu peux te présenter quelques mots, nom, prénom, âge, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors ça montrait bien comment ça devait être aux examens. Je trichais. On a tous triché à un moment Toutes donné. les autres aussi. Non, j'ai triché à tous mes examens sans exception. T'as sorti de l'école, hein, c'est le principal, hein, j'ai envie de te dire. Ouais. Bon allez, on y va avec l'actualité de la semaine. Toute l'actu de la semaine, c'est maintenant dans le Elena Show. Du coup Nicolas, donc on va commencer avec la rubrique actualité. Et du coup pour le coup on va parler de Doctor Strange 2, ou plus précisément Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui va sortir très prochainement le 4 mai. Donc réalisé par Sam Raimi, l'univers Marvel. Est-ce que déjà toi tu es super fan de Marvel ou voilà? Je suis super fan de l'univers Marvel. C'est vrai? Donc depuis toujours ou c'est devenu plus tard? Non, depuis que je sais ce que c'est, donc je dirais au début. Ok, parce que personnellement moi je suis devenue fan très tard, genre récemment. Mais maintenant je kiffe. Hein. Faut pas le dire. Ouais, c'est pas grave, je l'assume complètement, y a pas de souci. Donc on va faire un petit récapitulatif de tous les films et séries aussi à avoir vu pour bien comprendre le film. Alors bien entendu, c'est toujours mieux d'avoir tout vu, enfin c'est super, c'est toujours plus chouette. Mais voilà, là on va faire vraiment un récapitulatif des films importants par rapport à Doctor Strange 2. On commence déjà avec Avengers, l'ère d'Ultron. Tout simplement pour l'introduction du personnage de Wanda. Parce qu'en fait c'est là qu'on la découvre. Donc ça c'est le premier film à avoir vu. Le deuxième, bien entendu, c'est Doctor Strange 1. J'ai envie de te dire, voir le 2 sans avoir vu le 1, c'est peut-être pas forcément l'idéal. Et alors ça je ne les ai pas vus, je ne sais pas si tu as vu la série What If. Oui. Bah oui, c'est vrai. Vu que tu dis que tu es super fan. Et du coup, vas-y, dis-nous un peu la série What If, si c'est comment c'est. Moi je l'ai pas vu du tout ça. La série What If, c'est un peu comme tout ce qui est dessin animé, c'est souvent très sous-coté. Donc pour moi, c'est sûrement une des meilleures séries du MCU. Ah ouais. Donc en gros, ça reprend plein de scénarios du multivers qui pourraient être possibles. Et c'est des épisodes comme ça à chaque fois, genre si Captain America était chic ou si il se passait ça, Okay. Tu vois, que des univers parallèles. Du coup, j'ai vu moi que, tu vas confirmer ou pas, que les deux plus importants à avoir vus, c'est le 4 et le 5. Parce que dans le 4, donc Doctor Strange, au lieu de perdre ses mains, il perd la personne dont il est amoureuse, la femme dont il est amoureuse. Et le 5, ça c'est plus par rapport à des hypothèses de fans, parce que c'est une version zombifiée. Donc voilà, apparemment c'est les deux plus... Bon, bien sûr, logiquement tu regardes toute la série, mais les deux plus importants apparemment par rapport à la bande-annonce, c'est le 4 et le 5. Faut tout regarder. Voilà, mais bon, ici on fait un petit résumé. Surtout pour celui-là en fait. Ouais. Pour Doctor Strange ici, c'est vraiment le film, si t'as pas tout vu avant, tu comprendras pas quoi. Oui, on est d'accord. Et donc il y a aussi WandaVision, justement aussi, qui est super important à avoir vu. Et alors ça par contre, je trouve ça super important, c'est la série Loki. Parce que je trouve que dans la série Loki, on comprend vraiment bien en fait le multivers. Je trouve que vraiment à ce moment-là, vraiment, parce que tu peux l'avoir compris et quand même avoir manqué un peu. Et je trouve que là-dedans, limite, t'as une synthèse en fait de ce que c'est. Bah c'est une série qui parle de ça quoi. Oui, c'est ça. Et donc ça explique vraiment bien pas à pas. Et donc je trouve qu'avec cette série, on comprend vraiment bien ce que c'est. Et puis on a Spider-Man No Way Home. Après, bien sûr, on est d'accord que pour voir celui-là, il faut avoir vu les deux autres avant. C'est sûr et certain. Et pour finir, là c'est un peu plus spécial, c'est les X-Men. Car dans la bande-annonce 2, on voit très clairement le professeur Charles Xavier. Et en plus de ça, je ne sais pas si tu as vu par rapport à l'actrice qui joue Jane, donc Sophie Juste Turner. pour dire, on le voyait déjà dans la bande-annonce 1. Mais La première bande-annonce qui est sortie, tu veux dire? Ouais, mais on le voyait genre vite fait, tu vois. On le voyait de Don, hein, juste on entendait sa voix, son siège. Et puis on entendait parler, ouais. Ouais. Et oui, et du coup, il y a eu des hypothèses, et puis finalement, on le voyait vraiment. Enfin, vraiment.
tu comprends. Et du coup, ce que je disais avec Jane, c'est que l'actrice qui la joue, Sophie Turner, en fait, elle a été vue qu'elle avait refait la couleur de ses cheveux en rouge qu'elle avait fait pour les X-Men. Donc voilà, il y a eu des hypothèses comme quoi elle serait dedans, vu qu'elle a refait la coloration pour ses cheveux. Donc voilà. Ça m'excite. Ah, carrément. Ouais. Bah, tant mieux, hein. Ça c'est le cinéma en général. Hein. Ben, parfait, du coup voilà, là c'était nos quelques films à avoir vus, même si on recommande quand même tous les Marvel bien sûr. Non, c'est clair. Un zoom sur le cinéma. C'est maintenant dans le Elena Show. Alors aujourd'hui, donc dans la rubrique cinéma, on va se concentrer sur le film Don't Look Up, réalisé par Adam McKay avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence. Et aussi beaucoup d'autres têtes d'affiche. Alors c'est une comédie satirique sur la société d'aujourd'hui, très clairement. Et donc pour faire un petit résumé, c'est l'histoire de deux astronomes, Randall et Kay, donc joués par DiCaprio et Jennifer Lawrence, qui vont en fait découvrir une comète qui se dirige droit vers la Terre et ça va détruire la Terre, tout simplement. Et donc ils se retrouvent embarqués dans une tournée médiatique, mais ils tombent face à des gens qui en fait ne les prennent clairement pas au sérieux. Déjà, donc première question, donc ça c'était le résumé, le but ce n'est pas de spoiler le film, mais juste ton avis global sur le film, comment ton ressenti sur le film. Surcoté. Surcoté, tu dis pourquoi ? Il faut des arguments. Parce que, ouais, c'est bien, tu vois, c'est un chouette film. Enfin, je veux dire. Le scénario ? Non, pas le scénario, la trame. Oui. La trame, c'est catchy, c'est cool, tu vois. C'est un truc un peu pas science-fiction, mais c'est une trame de science-fiction, tu vois, un astéroïde qui arrive. Et en même temps, t'as le comme côté tu dis, c'est un peu une comédie, ouais. Et puis t'as l'autre, Leonardo DiCaprio dedans, tu vois. Oui, c'est ça. Et pas que, il y en a beaucoup. Alors les gens, ils se disent quoi ? Ils se disent, bah tu vois, vu qu'il y a DiCaprio dedans, c'est forcément un bon film, parce que c'est vrai qu'en général, il tourne quand même sur de bons trucs, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais au final, quand tu regardes de plus près, ouais, c'est une comédie satirique. Mais moi, le problème que j'ai là-dedans, c'est ça en fait. Tu te dis, c'est une comédie satirique. Mais pour moi, pour que ce soit un film qui me soit resté dans l'esprit ou que ça m'aurait vraiment attrapé, ça manque de 4% de réalisme, tu vois. C'est-à-dire que, clairement, dans les faits, il y a plein de trucs qui se passeraient pas du tout comme ça se passe dans le film, tu vois. Oui, ça. Autant, il y a des trucs, je suis d'accord, tu vois, mais. Il y a quand même trop de points à mon sens qui sont un peu ouais, tu vois, un peu moi j'arrive pas à y croire, tu vois. Après c'est un film donc forcément tout doit pas être comme dans la réalité, mais pour que cet aspect, comme tu as dit justement, comédie satirique, pour moi fonctionne correctement. Un peu plus réaliste. Ça manque, ouais, de quelques pourcents de réalisme, tu vois, ça en perd un peu tout son sens, tu vois. Je veux dire, voilà, moi le début du film j'étais emballé, puis à la fin du film, tu sais, ça s'est terminé. Bah, je me suis dit, ouais, voilà, ok, c'était cool, c'est un chouette film, tu vois. Ça se mange bien, mais c'est pas non plus, je veux dire, les gens, ils ont. The film, pourquoi ouais, pas. Les gens, ils ont parlé de ça. Et beaucoup plus de teasers. Je t'attendais à autre chose. Dingue, c'est le film, cinématographiquement parlant, je sais pas quoi. Non, tu vois. J'étais voir le dernier Batman, là, je me suis pris une claque, tu vois. Mm-hmm. Mais donc le Look Up, je l'ai regardé, c'était chouette, je l'ai vu une fois, je l'ai vu à la télé. Oui, c'est pas le film qui va te. Pour être honnête, j'aurais été le voir au cinéma, j'aurais peut-être été un peu déçu, tu vois. Oui. Moi personnellement c'est pas du tout mon style de film à la base, mais bon voilà, je l'ai vu et j'ai quand même bien aimé. Voilà. Après c'est sûr que c'est pas non plus un film que je garde dans mes favorite movies, mais moi j'ai quand même... You speak English? Yes, I speak English. They all die at the end. It was a spoiler. Oh my god. Donc if you speak English... Bon, on revient en français. Donc oui, moi c'est un film que j'ai quand même bien aimé. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que à certains moments, ce n'est pas très réaliste, mais moi, ça ne m'a pas dérangé, parce que dès le début, tu te dis que voilà, tu comprends vite à quoi tu as fait. Et parce que d'habitude, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout quand on mélange les sujets sérieux et que des réactions, comme par exemple, genre moi, j'aime pas du tout les séries, par exemple, où ils vont parler de sujets sérieux, puis tu vas entendre des rires, tu vois. Genre The Human Centipede, quoi. Oui, des trucs ainsi. Ouais, c'est pas trop mon truc, tu vois. Mais, et du coup, là, étonnamment, j'ai quand même bien aimé. Et du coup, on est très d'accord donc, sur le fait qu'il y a une métaphore avec le réchauffement climatique, et pas que, aussi avec le confinement qui a eu lieu. Donc ça, c'est des métaphores qu'il y a dans le film. Et par contre, je trouve que le film est quand même un peu frustrant. Dans quel sens ? Tu vois, dans le sens où quand eux, ils sont à fond dans ce qu'ils disent. Voilà, ils vont mourir dans quelques mois si on ne fait rien. Ah ouais. Et que les gens
tu vois, tu sais, ça m'a fait penser à quoi? Quand tu fais un cauchemar et que tu veux faire passer une information, je n'ai pas d'exemple de cauchemar comme ça, mais que tu veux faire passer une information. T'as pas d'emprise sur ce qui se passe. Ouais, voilà. Et que personne t'écoute, personne calcule le truc et tout. Vraiment, ça m'a fait penser à ça. Je suis toute nue. Voilà. Je suis toute nue, je trouve plus mes vêtements. Je suis à l'école et je suis toute nue. Arrête, j'ai déjà rêvé de ça. Et j'étais la seule toute nue. Ouais, c'est original comme cauchemar. Ouais. Les 3 personnes ici ont déjà rêvé de ça. Pas moi. Ouais, c'est Pour ça. moi, c'est un rêve d'être nue à l'école. Ah oui, toi c'est le rêve de vraiment l'être, moi c'est le cauchemar dans mes rêves. Voilà le truc. Et du coup, par contre, après, il y a une citation au début du film, je ne sais pas si tu t'en souviens, si tu as fait attention, la citation c'est « Je veux mourir paisiblement dans mon sommeil, comme mon grand-père, pas en hurlant de terreur comme ses passagers ». Donc une citation de Bob Monkhouse. Comment tu l'interprètes toi, par rapport au film ou par rapport à la vie en général si tu veux? Bob Monkhouse. Et pourquoi il a un nom si stylé? Ah, ça, c'est vrai ça. Ça me fait un peu penser à Mickey House. Son nom. Non? Son nom n'est plus stylé maintenant. Maintenant que j'ai dit ça, plus du tout. Mais si tu prends la citation seulement en elle-même, parce que je t'avoue que j'ai fait des recherches pour voir la citation, il disait ça pourquoi, mais je n'ai pas trouvé. Et donc si tu prends vraiment la phrase en elle-même et que tu dois l'interpréter comme tu veux, soit dans le film, soit dans la vraie vie. Ils vont tous mourir d'une manière catastrophique. Donc voilà, mais à part ça... Est-ce qu'il y a un lien rien avec le film? J'ai envie de dire, si tu cherches, si tu grattes un peu dans le film, de toute façon on trouve une signification, mais là comme ça me dit rien. Et puis dans la vie, ce genre de citation, ouais. Tu sais, des fois des gens ils disent des choses pour avoir l'air intéressant, ça faut pas forcément dire quelque chose. C'est pas faux, et moi j'y vois quand même un sens. Dire tu as envie de mourir comme t'as envie de mourir, tu vois. Moi je préférerais mourir. C'est moi comment j'aimerais mourir. Si je devais choisir comment j'aimerais mourir, tu vois, je voudrais genre, je sais pas. Moi j'ai jamais pris de drogue, tu vois. Mais je sais non, pas, jamais. Non, c'est pas mon truc. Mais tu vois, pareil, t'as 50, c'est que tu vas crever, tu vas faire une overdose, tu vois. Teste le truc. Je sais pas, tu vois. Teste l'expérience. De toute façon, oui, tu sais que. Elle vole une Formule 1, tu vois, rentre dans un mur. Y a moyen de se marrer, quoi. Ouais, ou juste la voler, ne pas forcément rentrer dans un mur. À mon avis, la mort là aussi, elle doit être trash quand même. Non, il y a des trucs que tu sens pas, tu vois. Ouais. Je crois que franchement, c'est moins douloureux de mourir en sautant d'un avion depuis la stratosphère, tu vois, que de mourir de la maladie, tu vois. Donc moi, ce que je dirais par rapport à la citation, pour faire le lien avec le film, ça serait plutôt le fait que tout simplement les gens préfèrent fermer les yeux sur ce qui va effectivement se passer et le fait qu'ils vont pas mourir dans leur sommeil. Voilà, ce qui va se passer, c'est un peu trash. Et donc ils préfèrent fermer là-dessus et continuer de vivre leur vie en mode peace and love et mourir un peu ignorant, on va dire. Dans le sens qu'ils auront fermé les yeux sur ce qui allait arriver. Est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Ça, je n'ai pas d'avis là-dessus, mais c'est comme ça que j'interprète. Voilà, donc ça c'était notre petit avis et résumé sur le film. Aujourd'hui, Elena reçoit Nicolas Polizzi dans le Elena Show. Récemment, tu as ouvert ton restaurant en collaboration avec Pippo, donc ton ami. Ça s'appelle l'Italian Corner et c'est 300 numéro combien? 351. 351, chaussée de Bruxelles à Lode-Linsart. C'est ça. Donc voilà, si vous voulez aller faire un tour, aller manger. Après, aujourd'hui, on va plus s'intéresser donc à ton parcours artistique dans la musique. Donc pour toi, tout commence au conservatoire Arthur Grumio, où tu suis des cours de solfège de piano classique, sauf que de ce que j'ai compris, ce n'est pas trop ton truc. Toi, tu es plus... tu as d'autres... tu kiffes d'autres choses. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer? Effectivement, je kiffe d'autres choses. Donc... C'est pas ton truc de jouer les grands artistes, on va dire. Donc, en fait, oui, voilà. Donc, j'arrive au conservatoire à Charleroi vers 6 ans. Donc je commence par le solfège parce que quand tu suis la formation classique, tu dois faire du solfège, donc de la musique théorique, faire de la musique pratique. Ouais, donc je fais mes années et c'est pas que c'est pas trop mon truc, c'est en fait j'aime beaucoup la musique classique, j'aime beaucoup le piano classique, c'est super beau, tu vois, il y a des pièces magnifiques. C'est plus la manière dont ça s'apprend, tu vois, j'essaie d'expliquer pour que tout le monde comprenne. C'est-à-dire que quand tu vas apprendre du piano classique, pour moi, et je crois que c'est plus dû au système du conservatoire, donc du système scolaire musical, plutôt que du style de musique en tant que tel, tu vas pas forcément avoir une compréhension de la musique derrière, on t'apprend pas à comprendre, tu vois, on t'apprend à prendre des partitions, on t'apprend à les lire, on t'apprend à les jouer, tu vois. Donc concrètement, d'ailleurs, la méthode la plus rapide pour apprendre des morceaux, des pièces super compliquées, c'est que tu prends les partitions de 5-6 pages, 10-15, tout ce que tu veux.
tu scindes ta main gauche et ta main droite, tu fais mesure par mesure, donc c'est comme si tu apprenais à lire un texte en chinois et que tu faisais mot par mot. Et tu fais, tu vois, je sais pas, le premier mot plus une lettre, puis le deuxième mot plus une lettre, et bam bam bam, et à la fin, t'apprends à le réciter, tu vois. Oui. C'est vraiment ça en fait, t'apprends à réciter, tu vois. Moi, c'est ce qui me gênait dans l'apprentissage classique. Et du coup, ouais, je suis parti tout simplement. Tu vas te diriger plus vers des cours d'harmonie, c'est bien ça? En fait, je me retrouve à me dire, si tu veux, moi, en fait, ce que je faisais en piano, ça rendait ma prof malade, tu vois. C'est genre. Si je jouais un truc de bac ou quoi, si je me plantais, en classique, quand tu te trompes, souvent les élèves ils vont faire ça, tu vois. Même aux examens, c'est grave. Genre en classique, s'ils sont sur la partition, je te jure, ils vont s'arrêter et ils vont reprendre à la mesure d'avant. Et puis ils vont reprendre, tu vois, comme si tu disais hop, tu remets en arrière, tu reprends, pour dire voilà, non, je me suis trompé, je m'arrête, je le refais correctement, tu vois. Et moi, quand je me trompais, en fait, tu vois, je bricolais un truc, tu vois. Ouais, t'arrangeais à ce moment-là. D'oreille, en fait, je savais pas trop, je le faisais instinctivement, tu vois, je jouais un truc. Comment t'expliquer? C'était pas bon parce que c'est pas ce qu'il y avait sur la partition, mais c'était bon, tu vois. Oui, genre, tu jouais pas au hasard. Tu connais pas le morceau, tu l'entends pas, tu vois. Et ça rendait ma prof malade, tu vois. Puis moi, je suis parti de ce truc-là, j'aimais bien. Puis un jour, je suis arrivé chez moi et tu sais, c'est un truc que t'as jamais fait, tu te dis. Je sais pas, c'est comme si toi t'aimes lire par exemple et qu'un jour tu te dis mais est-ce que je suis capable d'écrire un livre, tu vois. Oui, ok. Et justement, donc à 16 ans, tu vas participer à l'émission Belgium's Got Talent. Et d'ailleurs, on a un extrait qu'Olivier nous a trouvé. Du coup, Belgium's Got Talent, c'était comment? Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience là-bas? Ouais, donc Belgium's Got Talent, en fait, je me retrouve à ce moment-là où je quitte le conservatoire, je fais mon harmonie, tout ça, et j'arrête les cours de musique complètement, et je commence à jouer chez moi au piano, tu vois, tout le temps. Ma mère, elle devenait folle, je faisais 4-5 heures par jour, tu vois. Donc, je fais ça, et en fait, tu sais, vu que je suis rentré au conservatoire à 6 ans, je me suis créé mon groupe d'amis. Comme toi, t'as ton groupe d'amis d'école, tu vois. Moi, j'avais mon groupe d'amis du conservatoire de la musique. Tous dans le même univers de la musique. Ouais, on se connaît on est tous conservateurs depuis qu'on est petit, on est tous des potes. Même maintenant, encore aujourd'hui, dans mes amis les plus proches, la plupart, c'est des gens qui sortent de là aussi, tu vois. Et donc, je sors du conservatoire, mais je reste proche de tous ces gens-là, tu vois. Dont une de mes meilleures amies d'enfance, c'est comme ma sœur, Manou, tu vois. Qui je lui dis ouais j'ai un talent, je sais pas, j'hésite, alors elle fait ouais vas-y fais-le, tu sais, elle commence à me mettre une pression et tout, alors j'ai fait la vidéo. Ça qui est marrant, c'est que tu devais envoyer une vidéo de candidature et celle qui l'a filmée c'était sur le piano chez son père, tu vois, et on a envoyé ça ainsi, mais tu sais moi j'ai pas de nouvelles, j'ai dit bah ça passe pas. Et puis je suis au conservatoire, parce qu'à ce moment-là, j'avais juste gardé mes cours de guitare au conservatoire, tu vois. Donc je suis au conservatoire et il m'appelle dans le cours du conservatoire, la production, tu vois, de Belgium's Got Talent. Et ils me disent ouais écoute, on a reçu ta vidéo, on recherche des profils comme le tien, on aime vraiment bien ce que tu fais, tu vois. Sauf que moi à la base en fait, ce que je voulais c'était plutôt, tu vois, tu dois présenter un talent, tu vois. Moi, j'avais pas mis pianiste, tu vois, j'avais mis compositeur, parce que moi je voulais présenter mes compositions, je trouvais que c'était le plus intéressant dans ce que je faisais, tu vois, je me voyais pas faire autre chose. Et ils me disent ouais mais non, concrètement ce qui marche c'est refaire des musiques connues, tu vois. Donc, j'ai dit bon, alors tu sais, t'as 16 ans, tu dis rien, tu vois. Donc j'ai dit bah allez, compromis, musique connue, ok.
Et puis ils me disent, est-ce qu'on aimerait bien, c'est que tu fasses un truc en même temps que tu fais du piano, tu vois, genre 2 trucs en même temps. Et moi j'ai pas capté, tu vois, et je dis ouais, mais 2 trucs en même temps, je comprends pas, tu vois. Et je me rappelle la femme de la prod, elle me dit ouais, bah, par exemple, tu pourrais faire du piano et dessiner en même temps, tu vois. Moi je suis là, j'ai 16 ans, je suis dans le couloir du conservatoire à côté de mes potes, tu sais, j'ai envie de passer à la télé, je dis bof, ouais, je dis ouais, vous en faites pas, je vais faire un truc, y a pas de problème. Du coup il me laisse quoi, allez, je crois que j'ai eu 1 mois pour préparer les auditions. T'as des premières auditions qui passent pas à la télé en fait. Ouais. Et donc moi j'ai eu 1 mois pour passer ces auditions là, les préparer. Et donc je reviens chez moi, tu sais, et je dis putain ouais. Je vais faire quoi? Ma mère et tout, je dois faire un truc en même temps, tu sais que j'ai essayé, j'étais assis comme un connard en train de dessiner et tout. Alors, tu dessinais quoi? Ben je sais pas, parce que tu sais ce qui est trop con, c'est que je suis là, je suis sur mon piano et je me dis ouais je vais essayer, et puis t'es là et tu te dis mais en fait déjà de base je sais pas dessiner, tu vois. Comment je fais, tu vois. Moi, un brouillon en fait. Ah ouais, donc t'es perdu, tu vois. Je dis bah écoute, qu'est-ce que je vais faire, je sais pas, tu vois. Et à cette époque là, je m'étais acheté un instrument terrible qui s'appelle un Melodica, celui qu'on voit sur la vidéo, clairement il sonne. C'est pour ça que moi cette vidéo, elle est sur YouTube, sur un de mes comptes, je sais plus la supprimer, mais Oui, je l'ai retrouvée. je ne peux plus l'entendre parce que déjà de 1, ben, ce que je fais concrètement c'est un peu un truc de cirque, tu vois, moi ça me plaît pas vraiment. Et puis aussi il faut savoir que ce Melodica c'est un truc que j'avais payé 20 balles et il sonne comme une vieille chaussette, quoi, tu vois. Donc Belgium's Got Talent ça reste une bonne expérience. Bah, après ça m'a appris plein de trucs directs, quoi, tu vois. J'ai tout de suite compris, après ça j'ai dit bon maintenant... faut faire des trucs dont t'es fier, tu vois. De passe aussi. Dès que j'ai eu 16 ans, c'est un truc que j'ai capté. Et après, oui, c'est ça. On va dire qu'on apprend de ses erreurs, même si c'est pas vraiment une erreur. Non, c'est pas une voilà. erreur, moi je m'en fous, tu sais, j'avais 16 piges, c'était chouette, j'ai fait des rencontres C'était une expérience aussi. J'ai fait des rencontres de dingue, c'était une bonne expérience, ça m'a appris plein de trucs, tu vois. Puis ça m'a ouvert certaines portes aussi, tu vois. Et d'ailleurs, une des portes que ça t'a ouverte, justement, c'est la rencontre avec Oliver Lord, qui a participé à la saison The Voice en 2012. Et donc, il va venir vers toi parce que justement, il va te découvrir donc avec Belgium's Got Talent et il va te proposer de travailler avec lui sur son album. Et surtout que peu de temps après, vous partez en tournée. Ouais, donc ça s'est pas fait tout de suite après. Donc je bosse avec Oliver, moi je suis à Belgium's Got Talent, j'ai 16 ans, tu vois. Je rencontre Oli à ce moment-là. On bosse sur son album, l'aventure là elle dure quand même un petit temps, tu vois. Puis vient le moment où il faut commencer à défendre son album en Belgique, donc forcément il doit commencer à faire des concerts. Là, Oli et moi c'est vraiment une amitié qui s'est créée, tu vois. Donc même maintenant, tu sais, il va se marier, il habite à Londres, il m'invite à son mariage, enfin voilà, tu vois, c'est oui. Ça quoi. Et donc, il cherche un musicien, moi je suis pianiste, il dit bah vas-y, t'es pas chaud qu'on fasse la formule live à 2 pour commencer, donc piano-voix, tu vois. Je dis ok, ça va. Et donc voilà, on défend l'album en Belgique, puis il se trouve qu'il a un contact au Brésil, parce qu'au Brésil ils aiment beaucoup la musique française, tu vois. Donc il part au Brésil, mais tu sais, comme ça, sans prétention, jouer. Je crois qu'à la base c'était dans un hôtel, tu vois, il voulait faire des vacances, tranquille. Et finalement, en fait, il se rend compte que ça marche super bien, que ça plaît, il a beaucoup de demandes, tout ça. Donc il revient, il me dit Nico, tu sais quoi, on va sortir une version brésilienne de l'album, tu vois, je la sors au Brésil, on verra ce que ça donne, c'est pas grave, nanana. Donc il la sort, fait ce petit CD, nanana, il va distribuer comme ça pendant ses concerts, et pareil, ça marche super bien, il y a de la demande. Du coup, il me dit, bah tu sais quoi, il me dit, viens, on va défendre l'album au Brésil, quoi. Et là, vous vous retrouvez en tournée. Ouais, moi je sors de Reto, je finis mes examens de passage en août, il me dit ça, genre début septembre, il me dit, Nico, viens, t'es chaud, on part 3 mois au Brésil, quoi. Et tes parents, pas de soucis, direct ou... Ma mère, je lui ai dit, je pars 3 mois au Brésil. Et elle a dit quoi? C'est ma mère, elle s'attendait peut-être que je fasse l'UNIF ou un truc ainsi, tu vois. Je dis, je pars 3 mois au Brésil. Elle m'a dit quoi? Je dis, ouais, je pars 3 mois au Brésil quand? Mais comment ça tu pars 3 mois au Brésil? J'ai dit, si, c'est déjà réservé, je pars 3 mois au Brésil. J'ai regardé, je lui ai dit direct, j'ai 18 ans, je fais ce que je veux. Et du coup, te voilà au Brésil. Et du coup, me voilà au Brésil, ouais. Et comment, du coup, tu te retrouves avec ton pseudo? Tu vas choisir ton nom de scène, on va dire. Donc, je suis au Brésil. On fait toutes nos dates, ça marche super bien, on fait des télés, des radios, des chics, plein de trucs, tu vois. Et puis à un moment, on arrive sur un club dans le nord du Brésil. C'est un énorme club sur le bord de la plage, mais un truc super hype, tu vois, genre vraiment un gros bazar, quoi. Et on fait un concert là-bas, tu vois, avec des musiciens et tout, d'ailleurs. On avait des musiciens brésiliens qui jouaient avec nous à ce moment-là, c'était trop bien, tu vois. Et... je parlais un peu portugais parce que ça faisait déjà 2 mois et demi que j'étais là, et j'entends le mec du club qui dit à son associé, donc le proprio, qui dit putain, le DJ de demain, il nous a carotte, on a rien, tu vois. Et moi je suis là, je dis ouais, tu sais quoi, j'ai entendu que t'avais pas de DJ, tu vois, je dis si tu veux.
Je dis ouais, si tu veux, moi en Belgique je suis DJ et tout, tu sais, genre bien, tu vois. Pas de soucis, je le fais avec plaisir. Non, pas de plaisir, je vais demander dans le prix, c'est que je me suis fait payer, tu vois. Et genre, je me suis bien fait payer, tu vois. Et moi, jamais mixé de ma vie, c'est pas compliqué, j'avais même pas de playlist, j'avais pas de musique, j'avais rien. Regarde, tu veux que je te dise, j'avais même pas de clé USB. Donc, à ce moment-là, j'appelle un autre de mes cousins, Tim, qui est mon cousin avec qui on a eu il avait le même amour pour cette musique que moi, on bosse au Rock Hill ensemble et tout, tu vois. Et c'est lui qui me suivait dans ma carrière au début. Tim, c'était un peu mon manager, tu vois. Enfin, à cette époque-là, pas encore, mais ça l'est devenu, tu vois. Et je dis, Tim, demain, je vais mixer dans un endroit dingue et tout, un club, c'est gigantesque, sur le bord de la plage, au Brésil. Il dit, ouais, tu te fous de ma gueule. Je dis, non, je te jure, je suis chaud. On est contents tous les deux, tu vois. Et puis, c'est le même truc que quand je dessine, je me dis, je sais pas dessiner. Je dis, ouais, mais attends, en fait, comment on mixe, tu vois, je sais pas, moi, tu vois. Ah, mais merde. Donc il me dit attends, je vais regarder. Donc il commence à chercher des tutoriels, des trucs, des chics, des tchaks. Pour te dire, je me rappelle, j'étais dans la chambre de l'hôtel, il y avait une télé. Je l'avais mis en appel vidéo sur la télé avec mon pote Lobby, tu vois. Et moi j'étais là. Et il téléchargeait des plans, des platines, tout ça. Il me dit faut que tu aies acheté des clés USB. Regarde, dans le nord du Brésil, va trouver des clés USB déjà, je te jure. Donc je suis assis en train de chercher des clés USB. Je trouve des clés USB. Et tout ça en combien de temps du coup? En un jour. Ah oui. Je télécharge les musiques et tout, je fais ma clé USB. Puis tu sais, vite fait, bien fait, je commence à regarder. Il me dit alors. Tu vois là, t'as un truc, c'est le Q, ça c'est le play, ça c'est le pitch, ça c'est le chick, ça c'est le tchak. Moi je suis ainsi, 18 ans, tu vois, j'essaie de tout comprendre, je dis ok. Je prends mon ordi, je mets le plan dessus des tables de mixage, tu vois. Et concrètement, je suis arrivé mixer, j'ai mis les clés USB, j'ai mis mon ordi à côté de moi ainsi, tu vois. Et j'ai mixé ainsi, tu vois, genre en regardant les bazars. Et c'était super nul, quoi, tu vois. Après, ils se sont rendu compte, si. Franchement, sûrement peut-être un peu, tu vois. C'était quand même vraiment nul. Mais ça m'a lancé et du coup, arrive ce moment où concrètement, il me dit bah attends, enfin, comment je vais m'appeler, tu vois. Parce qu'il faut Ah oui, c'est ça. Ah, Nicolas Politier. Hein. Ouais, et moi, vu que je suis nul pour trouver les noms, c'est Oliver qui s'y colle. Il me dit ouais, quoi, je sais pas, tu vois, qu'est-ce qui te plaît, nan. Je dis ouais, moi j'aime bien la house de Londres, UK Garage, tout ça, tu vois. Il me dit bah attends, faut un truc qui sonne britannique. Alors tu vois, moi à l'époque je regardais à fond Disclosure et tout ça, tu vois. Et il me dit on va faire un anagramme avec les lettres de ton nom. Donc on a pris toutes les lettres du nom, on a fait plein de trucs, on regardait, tu vois. Et puis la fin, Noah Kills, tu vois, il manque un A. Il a fait ah mais attends, si tu rajoutes un A, ça fait Noah Kills, ça sonne à fond british. Moi j'ai fait ça sonne british. Et c'est comme ça que ça a commencé du coup. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Voilà, donc tout commence là au Mexique, j'allais dire. Exactement. Mexico. Pas du tout au Mexique, au Brésil. D'ailleurs, j'ai mixé avec un sombrero. Et j'étais à Poncho, ouais, avec des mariachis. C'est vrai? Non. Bah si, c'était au Mexique avec des mariachis. Comme ça. Et moi je suis là, si. Et la musique elle faisait comme ça, si. Je suis sûre que ça aurait été stylé. Mais de toute façon, donc avant de passer à la suite, on va juste écouter un extrait d'un des titres que tu as sorti donc il y a 1 an qui s'appelle Just You. Après, donc pour toi, tu vas vivre un peu une vie avec 2 côtés un peu en parallèle. D'un côté, tu as les études, d'abord au Conservatoire Royal de Namur et puis à l'IAD. Donc tu vas arrêter, tu vas aller à l'IAD. Et à côté de ça, donc voilà, plus ou moins dans le timing, tu te lances en indépendant pour faire donc ton premier contrat en résident à la Fantomas. Et c'est là que ça commence pour toi vraiment les DJ sets en Belgique. Donc en fait je reviens du Brésil, chaud, j'ai ok, j'ai envie de mixer partout maintenant, enfin voilà j'ai envie de mixer tu vois. Donc à l'époque je suis barman aussi au Nautilus tu vois. Et donc je m'arrange avec le proprio, j'y écoute, j'ai besoin d'apprendre à mixer, moi j'ai pas les platines, lui il les avait tu vois. Et j'ai est-ce que ça te dérange si je mixe gratos, sans essayer de trop casser les couilles aux gens parce que c'est les heures où il y a pas beaucoup de monde, genre de 15 à 17 heures tu vois. Il me dit non ça va, vas-y fais-le tu vois. Donc tranquille, moi j'arrive 15-17, tous les vendredis, j'arrive, bam je mixe tu vois. Et puis à 17h je vais dans le bar et je travaille tu vois. Moi je fais ça. Et en fait finalement, voilà,
c'est mixer, j'ai envie de dire, techniquement, c'est pas super compliqué, tu vois. Le mix, c'est pas ça le mix, tu vois. Le mix, c'est plus une question de plein de trucs, de ta sélection, de raconter une histoire dans ton mix, de faire un truc cohérent, de plein de trucs, tu vois, de savoir doser ton public. Enfin, voilà. En fait, il y a plein de trucs qui sont compliqués pour faire un bon mix, mais techniquement, comprendre les platines, c'est pas super dur, tu vois. Donc finalement, ça vient super vite. Puis au Naughty, à un moment, je commence à mixer 17-22 avec Tintin. Tu vois, Tintin, c'est le DJ le plus emblématique de notre région, en fait, que personne connaît. Enfin, personne connaît plus, ce qui est incroyable. Mais en fait, c'est un des plus vieux DJ Carolo, tu vois, qui, en vrai, est ultra connu, tu vois. Genre Tintin, c'est à l'époque, il mixait partout, tu vois. Mais vu qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore Facebook, YouTube, tout ça. Oui. Les traces se sont pas réellement gardées, tu vois, mais lui c'est vraiment un vieux de la vieille et c'est vraiment un caïd de la musique, quoi. Ce mec c'est une encyclopédie, tu vois. Puis je commence à mixer dans d'autres soirées et puis effectivement, tu vois, j'essaie de mener ma barque avec mon cousin Tim qui là m'a beaucoup aidé, tu vois. Et on a un contact sur la Fantomas, un type qui arrive, donc Tom Rice à l'époque qui s'occupait de la programme artistique des Fantos. Ok. Qui me dit écoute ouais je kiffe vraiment bien ce que tu fais, je crois, enfin je le sens, il me dit toi tu vas, voilà c'est bien, tu te lances mais ça va le faire pour toi et je préfère miser sur toi, on a une place de résident pour les closings dans la grange à la Fantomas, ça me dit, tu vois, moi, je suis là clairement, tu vois, je suis là clairement, ça me dit, c'était les plus grosses soirées à l'époque, tu vois. Et puis après le Brésil, alors que tu ne savais pas mixer, tu n'as plus froid aux yeux. Ouais, et puis là quand je suis arrivé sur les Fantomas, là T'étais prêt. Là j'étais prêt, tu vois, genre je suis arrivé à la Fantomas, c'est ça en fait, donc j'arrive, il me fait on va faire un essai, tu vois, je dis ok ça va. Donc j'arrive, je vais faire un essai en Fantomas, closing, chance que j'ai, il y avait du monde ce jour-là, tu vois, et en plus je fais une closing, moi c'est vraiment l'heure que je préfère. Et franchement, je mets carnage, quoi, tu vois. Genre bordel. Et finalement, tous les gros events Carolo, à ce moment-là, je commence à être dessus, tu vois. Donc les gens commencent à me voir partout, tu vois, sur les gros trucs en plus. Et généralement, les gens sont satisfaits de moi, tu vois. Donc ouais, en fait, à ce moment-là, tout s'est lancé. Tu sais, en quelques mois, tu te retrouves à mixer un peu partout dans ta région, quoi, tu vois. Mm-hmm. Voilà. Et du coup, après, à un moment donné, par contre, tu décides de partir en Australie. Donc voilà, pour faire un peu une coupure. Mm-hmm. Tu pars en Australie donc pendant 1 an et demi, et puis tu reviens. Et ton projet c'est de vraiment donc te lancer de façon professionnelle et de produire et composer de la musique, donc de travailler avec d'autres artistes. Mm-hmm. À l'heure d'aujourd'hui, donc je sais que tu es en train de... Donc tu as déjà tout le matériel pour faire ton studio, il te manque juste le lieu, mais tu es avec Composite, donc à Charleroi, et donc pour faire ton studio d'enregistrement. Donc ça c'est un projet qui est toujours en cours en ce moment. Ouais, donc en fait, j'ai vraiment cherché pendant longtemps l'endroit. Parce que clairement, c'est le plus compliqué en fait, c'est de trouver un lieu pour un studio d'enregistrement, c'est assez difficile, tu vois. Et j'ai vraiment cherché pendant longtemps, et puis de fil en aiguille, le hasard a fait que je suis tombé sur Composite, tu vois. Qui sont des gens, enfin, en fait, le truc c'est vraiment cool, c'est terrible, tu vois. Et moi, j'ai super matché avec ce bazar-là. Donc, Composite, pour rappeler ce que c'est. C'est un Composite, c'est un espace créatif partagé, tu vois. Donc c'est des gens qui se sont dit tiens, il y a plein de gens comme moi, comme plein d'autres personnes, tu vois. Créatifs chez eux, c'est menuisier, soudeur. Il y a des gens qui faisaient des cookies, enfin tu vois, t'as tout quoi, tu vois chez eux. Et ils se disent, en fait, il y a plein de gens qui sont assis, qui font plein de trucs top, tu vois. Mais tu sais, les gens créatifs, ils ont pas forcément envie de se casser le cul à faire des sociétés, à, tu vois, à se prendre la tête avec tous ces bazars-là. Tu vois, t'as envie de faire ton truc, tu vois. Et ils se sont dit, bah, ces gens-là, souvent, ils ont besoin de quoi? En fait, c'est le cas pour tout le monde. Comme pour moi, souvent, on recherche des locaux, des endroits pour faire ce qu'on a à faire, tu vois. Puis aussi, c'est sympa de se retrouver entre nous. Donc, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, on va louer un énorme bazar, tu vois. On va le scinder, alors ils ont fait plein de capsules, des cellules, des salles, des chics, des tchacs, et t'as plein d'artistes comme moi qui viennent louer des petits espaces. Et ici, on allait lancer, mais il y a juste un petit problème avec le local que je devais prendre. Donc c'est un projet qui est aujourd'hui bêtise, toujours en je sais cours. plus ce que c'est exactement, de chauffage, pas bien compris, donc on regarde si je le fais toujours dans cet espace-là ou dans un autre espace chez eux, mais voilà, ce qui est sûr, c'est que ça va se faire chez eux quoi qu'il arrive, et tout est quasi prêt pour que ce soit lancé, il n'y a plus qu'à faire les travaux, quoi. Donc ça c'est ta situation actuelle au niveau de la musique, et à côté de ça il y a le restaurant. Donc voilà, pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Bah écoute, ouais, comme tu dis, ici j'ai lancé le resto, c'est un side project avec mon meilleur pote, tu vois, d'enfance. Et ce que j'aimerais bien pour le futur, c'est... ici ce que j'aimerais bien, c'est que le resto se lance, que ce soit une petite partie de ma semaine.
et de garder une autre partie de la semaine pour la musique, pour réellement bosser sur les projets que je veux, tu vois, avec les artistes que j'aime bien. Après, ça commence déjà à prendre des proportions, c'est cool. Ici, je vais lancer mon nouveau nom en été, parce que voilà, Noaké c'était chouette, mais. Et on peut avoir ton nouveau nom? Ça va être Mune. Ok. Un tréma sur le U. Et j'ai mon duo avec mon pote, qu'on sait que j'aime aussi, tout funk, tu vois. Oui. J'ai le studio qui va me permettre de produire tous ces bazars-là, mon petit resto, et puis voilà, tu vois, c'est cool. Je trouve que pour 26 ans, Oui, c'est plus que cool, c'est sûr et certain. Ben Nicolas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation dans le Elena Show. J'espère que tu as passé un bon moment, tout comme moi. Non. Si, je vois les étoiles dans tes yeux. Et du coup, ben voilà, je te souhaite plein de réussite et merci beaucoup. De rien. Merci à toi. Le Elena Show. Le Elena Show. Tous les dimanches, en podcast audio et vidéo.